C'est une terre façonnée par les éruptions volcaniques et les collisions souterraines. Un pays où règnent des géants de glace sillonnés de redoutables crevasses. Cette contrée, c'est l'Alaska. Une terre de glace et de feu où les alpinistes tentent de gravir le sommet le plus élevé d'Amérique du Nord. Et l'éruption volcanique la plus massive du XXe siècle y a transformé une vallée verdoyante en un paysage lunaire. Ici, tout est plus grand, plus rude, plus extrême. Depuis des siècles, l'Alaska attire les aventuriers et les amateurs de sensations fortes. Des trappeurs russes ont traqué le plus petit mammifère marin d'Amérique du Nord pour sa fourrure. Et des prospecteurs ont rêvé de tomber sur une mine d'or ou de cuivre. Chaque année, ils sont des milliers à profiter des richesses de la mer, tandis que d'autres repoussent leurs limites en escaladant un pic rocheux juste pour le plaisir. Vue du ciel, l'Alaska affiche des paysages polaires à couper le souffle, avec des glaciers d'altitude et des rivières où pêchent les plus gros ours bruns. Sans oublier une fantaisie urbaine qui ne manque pas de surprises. C'est la dernière frontière des États-Unis, l'Alaska. Un avion d'école du minuscule aérodrome de Talkeetna. Un groupe d'alpinistes va s'attaquer à l'une des ascensions les plus difficiles d'Amérique, dans une des chaînes de montagnes les plus froides du continent. David Lee est aux commandes de ce monomoteur. Il appartient à une famille de pilotes qui sillonnent le ciel de l'Alaska depuis 1932. Aujourd'hui, ce vol d'une centaine de kilomètres les emmène au pied des pics enneigés du parc national de Denali. La glace et le feu se marient dans ces panoramas majestueux. Ces paysages sont redoutés par les pilotes depuis près d'un siècle. Mais aujourd'hui, le relief n'est pas le seul danger. L'épaisse couche de nuages baisse rapidement et des vents violents secouent fortement l'avion. Il s'agit de voler en dessous des nuages, mais sans descendre trop bas, car le pilote risque d'être pris au piège dans une vallée où il ne peut pas faire demi-tour ni atterrir. À bord, les alpinistes sont impatients d'apercevoir leur destination, le mont McKinley, le point culminant du parc national. Quand les Russes établissent la première colonie européenne en Alaska à la fin du XVIIIe siècle, ils l'appellent Bolchaïa Gora, la Grande Montagne. En 1896, il reçoit le nom de McKinley, le tout nouveau président des États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup le connaissent sous le nom de Denali. Cela signifie « le plus haut » en Koyukon, la langue amérindienne de la région. Les Athabascans, qui ont vécu à l'ombre de la montagne pendant des millénaires, ont été les premiers à être impressionnés par ses dimensions. Le Denali est la plus haute montagne d'Amérique du Nord.
Son sommet est masqué par les nuages la plus grande partie de l'année. Le Denali se situe dans le centre-sud de l'État, entre les villes d'Anchorage et de Fairbanks. Il fait partie de la chaîne d'Alaska, qui forme une épine dorsale montagneuse de 650 km de long. Le mont Hunter, à 4442 mètres d'altitude, et le mont Foraker, à 5304 mètres, sont parmi ses pics les plus élevés. Mais ni l'un ni l'autre ne peuvent rivaliser avec les 6194 mètres du Denali. Les montagnes de la chaîne d'Alaska sont si hautes et si froides qu'elles génèrent leurs propres intempéries. Les sommets bloquent l'air humide venu du golfe d'Alaska. L'eau des nuages coincés là gèle et se transforme en neige qui tombe sur les vallées. Au fil des millénaires, cette neige s'est transformée en fleuves de glace qui descendent des montagnes. Le parc national de Denali compte plus de 400 glaciers qui couvrent 17% de sa superficie. Le plus long est le Kahiltna. Il commence sa lente descente à plus de 3000 mètres d'altitude, puis serpente vers le sud sur 71 km. Vu d'en haut, ce glacier ressemble à une masse compacte. Mais en s'approchant de la surface, il révèle de profondes crevasses. Ces gouffres pourraient engloutir un avion. Les nuages obligent à voler au plus près de la glace. En Alaska, une montagne peut surgir de la brume à tout moment. Le pilote choisit de suivre le glacier Kahiltna, qui lui offre un passage plus sûr jusqu'au camp de base. L'avion vole à une vitesse moyenne de 200 km/h et les glaciers sont également en mouvement. Le glacier Rousse, par exemple, avance d'1 mètre chaque jour. C'est une force destructrice énorme. Il est difficile de se rendre compte de la puissance des glaciers du Denali sans survoler ces pics enneigés jusqu'à la Grande Gorge. Ce canyon est l'un des plus profonds de la planète. Il a été creusé par le glacier Rousse, qui a érodé la roche pendant des millions d'années. Le glacier s'est frayé un passage à travers ses imposantes parois de granit. Mais la véritable preuve de sa force se trouve sous la glace qui fait plus d'1 kilomètre d'épaisseur. Si elle fondait, elle laisserait un précipice plus profond que le Grand Canyon. Le glacier Rousse fait la jonction entre plusieurs glaciers qui se rencontrent dans cette gorge et qui unissent leurs forces. Au centre, une bande noire marque la réunion des deux glaciers. Leur moraine, c'est-à-dire les débris qu'ils charrient, se retrouvent coincés entre les deux masses glaciaires. Au-dessus du glacier, David Lee et ses alpinistes approchent du camp de base de Denali à 2000 mètres d'altitude. À côté de ce géant, les tentes et leurs occupants ne sont pas plus grands que des fourmis.
C'est l'une des pistes d'atterrissage les plus improbables du monde. Une couche de neige qui masque des crevasses. Avant d'atterrir, le pilote déploie des skis rétractables sous les pneus. Mais l'atterrissage reste périlleux. Dans ce paysage entièrement blanc, même un pilote expérimenté peut avoir du mal à évaluer la distance qui le sépare du sol enneigé. Il reste aux alpinistes à entamer la partie la plus dangereuse de leur voyage, l'escalade vers le sommet du mont McKinley. Le sommet se trouve à 4000 mètres au-dessus du camp de base. Chacun doit emporter 2 à 3 semaines de vivres. Ils attaquent l'ascension en petits groupes, encordés par sécurité. Si quelqu'un tombe dans une crevasse, les autres pourront l'en sortir. Mais le danger est parfois inévitable. Au même moment, une cordée de 5 alpinistes japonais est emportée par une avalanche sur la voie du West Buttress. L'unique survivant parvient à remonter d'une crevasse de 20 mètres de profondeur et alerte les secours. Mais les corps de ses 4 compagnons n'ont pas été retrouvés. Pour la plupart des montagnards, la plus grande menace n'est pas l'avalanche, mais le froid. Comme il est proche du cercle polaire, le Denali est l'une des montagnes les plus froides de la planète. La température peut descendre à moins 48 degrés l'hiver, mais avec un ressenti jusqu'à moins 70 degrés. Les tempêtes de neige et de glace peuvent frapper à tout moment, avec des vents de plus de 150 km/h. Une expédition peut rester coincée sous la tente pendant des jours entiers. Seule la moitié du millier d'alpinistes qui se lancent dans cette ascension chaque année arrive jusqu'en haut. Pour les quelques privilégiés qui y parviennent, c'est une immense joie de conquérir le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Et le Denali continue de grandir. Il s'élève d'environ 1 mm par an. La chaîne d'Alaska est née d'un soulèvement tectonique causé par la rencontre de 2 plaques continentales. Le plongeon de la plaque pacifique sous la plaque nord-américaine a créé le Denali et les autres pics de cette chaîne de montagnes. Ce processus a commencé il y a 60 millions d'années et il n'est toujours pas fini. Si le Denali mérite sa réputation de souverain des neiges, d'autres pics de la région sont connus pour le feu qu'ils renferment. De nombreux Alaskains redoutent la prochaine éruption, notamment ceux qui vivent ici, à Sitka, dans le sud-est de l'État. De l'autre côté de la baie se trouve le mont Edgecumbe, un volcan endormi. Mais le 1er avril 1974, la panique envahit les habitants de Sitka quand ils voient une fumée noire s'élever du cratère du volcan. Ils ignorent qu'il s'agit d'un poisson d'avril manigancé par un plaisantin local qui a jeté une centaine de pneus dans le cratère avant de les faire brûler. Mais la plaisanterie a un goût amer pour ceux qui ont survécu à l'éruption volcanique la plus terrible du XXe siècle. Elle a eu lieu ici, dans la vallée des 10 000 fumées. Ce groupe de randonneurs a couvert une vingtaine de kilomètres pour découvrir l'un des paysages les plus saisissants d'Alaska et même du globe. Les cabanes rudimentaires étaient à l'origine une station de recherche bâtie par l'Institut de géophysique de l'Université d'Alaska pour étudier les retombées de cette gigantesque éruption. Tout commence au début de l'été 1912. À la fin mai, une série de secousses agite cette vallée verdoyante. Les autochtones sentent qu'une catastrophe est imminente. Ils rassemblent leurs biens et s'enfuient juste à temps. Le 6 juin,
le Nova Rupta explose avec une force cataclysmique 3 fois supérieure à celle du mont Pinatubo aux Philippines en 1991. En 1912, d'immenses geysers de magma s'élèvent dans le ciel et des fleuves de lave incandescente envahissent la vallée. La quantité de matière expulsée par le Nova Rupta dépasse l'entendement. Près de 15 km3 de magma. Ce sont des flots de gaz brûlants et de cendres qui se déversent sur cette vallée à 20 km du volcan. Ils transforment une épaisse forêt en une plaine désolée. Le village de Savonoski est définitivement abandonné. Selon les services du parc national, les habitants voisins, sur l'île Kodiak, ne pouvaient même pas voir une lanterne tendue à bout de bras. Des journées de ténèbres ont suivi la catastrophe. L'éruption du Nova Rupta a duré 4 mois. Elle a recouvert plus de 100 km² sur plus de 200 mètres d'épaisseur par endroit. Du cratère de l'éruption, il ne reste que ce dôme de lave noircie, qui a d'ailleurs mis fin au cataclysme. Alors que l'éruption perd de sa puissance, la lave qui s'accumule bouche le conduit de sortie et fait taire le volcan. Il faudra 4 ans pour que les scientifiques accèdent au site. Et lorsqu'ils y arrivent en 1916, ils découvrent un paysage hérissé de jets de vapeur qu'ils baptisent la vallée des 10 000 fumées. Ce paysage garde une étrange beauté, à l'image de cette rivière invisible qui a creusé son lit dans les profondeurs de la vallée. Pour préserver le Nova Rupta et le remarquable site créé par ces nuées ardentes, le Congrès américain décide dès 1918 d'en faire un espace protégé. La vallée des 10 000 fumées fait aujourd'hui partie de l'immense parc national de Katmai qui couvre environ 15 000 km². Des équipements de pointe disposés dans toute la vallée guettent les vibrations inhabituelles qui indiqueraient un éventuel réveil du Nova Rupta. Personne ne sait quand cela se produira, mais un jour, cette vallée sera de nouveau envahie par les flammes et la fumée. Si l'hiver emprisonne les montagnes d'Alaska dans une enveloppe de glace et de neige, cela n'empêche pas ses habitants d'apprécier les joies de la nature, y compris dans les endroits les plus difficiles d'accès. C'est une belle journée dans les montagnes de Talkeetna. Une épaisse couche de poudreuse recouvre les pentes. Ce sont des conditions rêvées pour les amateurs de hors-piste. Mais il n'y a pas le moindre télésiège, pas le moindre téléphérique, ni même la moindre route à des lieues à la ronde. Cela ne dissuade pas certains Alaskains de prendre un bol d'air frais et de gravir un pic de 2000 mètres d'altitude. En Alaska, même pour une simple descente à ski, il faut escalader des montagnes. Le relief accidenté rend la construction d'axes routiers souvent impossible. Il n'y a que 9000 km d'autoroutes dans tout l'État, alors que la France en compte 11 400 pour une superficie 3 fois plus petite. De nombreuses communes d'Alaska sont si isolées qu'aucune route n'y mène. C'est le cas du village de pêcheurs de Cordova. Il n'y a que 2 façons d'y arriver, par la mer ou par les airs. Les hydravions sont très pratiques pour les habitants de petites villes comme Cordova, où un lac voisin sert de piste d'atterrissage. Il faut savoir se poser sur l'eau dans une région qui compte 3 millions de lacs et presque 55 000 km de rivage. Pendant longtemps, les premiers habitants de l'Alaska ont sillonné les côtes et les cours d'eau en kayak, en pirogue ou en canoë. Ils parcouraient de longues distances à la rame. Ils remontaient les rivières pour aller chasser,
ou allaient d'île en île faire du négoce avec d'autres tribus. Aujourd'hui, la plupart des trajets ne prennent que quelques minutes en avion. C'est pourquoi plus de gens ont leur brevet de pilote en Alaska que dans n'importe quel autre État américain. Anchorage est la plus grande ville d'Alaska. La plupart des pilotes qui s'y rendent se posent sur l'eau. Lake Hood est l'aérodrome pour hydravions le plus fréquenté au monde. Lake Hood a 3 pistes aquatiques et sa propre tour de contrôle, qui gère en moyenne plus de 150 décollages et atterrissages par jour. 5 canaux artificiels, surnommés les 5 doigts, servent au stationnement. Les pilotes garent leur appareil dans ces ports miniatures. Quand ils décollent, c'est souvent à destination des localités les plus isolées de l'État. Ils assurent le transport des personnes, mais aussi des médicaments ou de la nourriture, notamment des fruits et des légumes frais. L'Alaska doit importer plus de 95% de sa nourriture, et il y a une excellente raison à cela. Près de 80% de sa surface est soumise au permafrost. En été, même si les vallées sont verdoyantes, il suffit de creuser un peu pour tomber sur un sol dur et gelé. Cela rend la culture difficile, et il n'y a que quelques centaines d'agriculteurs dans tout l'Alaska. Pourtant, un endroit mérite le surnom de grenier de l'Alaska. C'est la vallée de Mat-Su. Elle tire son nom de la Matanuska et de la Susitna, les 2 rivières qui y coulent. C'est une expérience sociale menée après la Grande Dépression de 1929 qui a transformé la vallée en région agricole. En 1935, le gouvernement américain propose à 200 familles du Midwest de s'y installer. Chaque famille reçoit une trentaine d'hectares et l'opportunité de refaire sa vie. Les nouveaux arrivants travaillent dur. Ils bâtissent des granges, défrichent les terres et espèrent que la rigueur du climat ne détruira pas les récoltes. Mais très vite, la durée de l'hiver polaire a raison de leur énergie. 5 ans après leur installation, la moitié des paysans sont repartis. Quelques-uns trouvent quand même la force de persévérer. Aujourd'hui, des dizaines de fermes parsèment la vallée. Elles témoignent de la ténacité de ses habitants qui ont réussi à survivre malgré le mauvais sort et le froid. Mais l'été, grâce à un taux d'ensoleillement exceptionnel, la vallée de Mat-Su a produit certains des plus gros légumes de la planète, avec des carottes géantes de 8 kg ou des méga-céleris de 22 kg. Les légumes ne sont pas les seuls à atteindre des proportions gigantesques à ces latitudes arctiques. L'Alaska possède également le plus grand glacier d'Amérique du Nord. Chaque année, au Redout, les Alaskains attendent ces premiers signes avec impatience. Une petite ville organise même un concours où le gros lot va à celui qui devine le moment exact du dégel. Si des cours d'eau comme celui-ci profitent d'une brève fonte estivale, de grandes parties de l'État sont sous les glaces toute l'année. Il y a plus de 100 000 glaciers en Alaska. Il couvre 5% de sa superficie sur environ 75 000 km². C'est plus que la Belgique et les Pays-Bas réunis. Les glaciers d'Alaska ne se ressemblent pas tous. La plupart sont à l'intérieur des terres, comme ceux du Denali. D'autres sont sur les côtes et finissent directement dans l'océan. Une vingtaine de ces glaciers se trouvent dans la baie du Prince William. C'est la plus importante concentration de glaciers côtiers au monde. Le plus grand de tous est le glacier de Bering. C'est le plus grand glacier d'Amérique du Nord. Le glacier de Bering est particulièrement imposant. Il dépasse les 15 km de large. Ce glacier prend naissance dans les plus hautes montagnes côtières du monde,
les monts Wrangell et les monts Saint-Élie. Dans l'immense champ de glace de Begley, les abondantes neiges hivernales accumulées depuis la nuit des temps ont rempli ce plateau d'altitude comme une énorme baignoire. Cette vaste étendue de glace fait près de 200 km de long sur 10 km de large et 800 mètres d'épaisseur. À la surface, des touches de couleurs vives égaient la blancheur uniforme. La neige fondue a formé des mares et des rigoles qui ont regelé en traçant des veines de glace d'un bleu éclatant. Le champ de glace de Begley alimente le glacier de Bering, qui entame ici sa lente descente vers la mer. Mais ce n'est pas le seul glacier à naître ici. Le Begley en alimente des dizaines d'autres, plus petits, qui se déversent dans les vallées en contrebas. Le réchauffement climatique a un impact très fort sur les glaciers. La hausse des températures y est 2 fois plus forte que dans le reste des États-Unis et de nombreux glaciers sont en fort recul. Les scientifiques estiment que le glacier de Bering a perdu 12 km de glace depuis 1900. Cette fonte produit d'énormes quantités d'eau. Le Bering déverse tous les ans 25 milliards de mètres cubes d'eau dans le golfe d'Alaska. C'est presque le double du débit annuel de la Seine. Les spécialistes se demandent si cette quantité accrue d'eau de fonte ne risque pas de modifier les courants océaniques dans le golfe d'Alaska. La fonte des glaces est aussi à l'origine de paysages surprenants, comme le delta de la rivière Copper. Les eaux de 6 rivières glaciaires se combinent et s'étalent dans une large plaine côtière. Dans cette mosaïque de marécages et de vasières, les ruisseaux serpentent jusqu'à la mer. L'eau des glaciers dépose chaque année des milliers de tonnes d'alluvions fertiles dans le delta. C'est la plus grande zone marécageuse de la côte pacifique et un écosystème dont profitent des centaines de milliers d'oiseaux et de poissons. C'est ici que vient se reproduire le très réputé saumon de la rivière Copper. L'embouchure de la rivière est la même qu'en 1741, lors du débarquement des premiers explorateurs russes menés par le capitaine danois Vitus Bering. Le navire de Bering fait naufrage peu après, et la plus grande partie de son équipage périt. Mais à leur retour au pays, les rescapés décrivent avec enthousiasme un animal abondant dans ces eaux glaciales. La loutre de mer est le plus petit mammifère marin d'Amérique du Nord. Elle peut vivre dans ces eaux polaires grâce à son épaisse fourrure avec plus de 150 000 poils par centimètre carré. Grâce à cette densité, sa peau n'est pas mouillée. Mais cette fourrure hors du commun a bien failli causer son extinction. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, les peaux de loutre sont extrêmement prisées. Très vite, les trappeurs russes débarquent sur les rivages rocheux de l'île Kodiak. À l'époque, l'île est habitée par la tribu des Aloutiques qui vivent de la pêche et de la cueillette. Devant l'afflux de négociants russes venus exploiter les richesses naturelles de leur île, les guerriers aloutiques décident de se défendre. Mais pour mettre fin à leur résistance, les Russes s'emparent de Kodiak en 1784. Les Aloutiques se sauvent sur un îlot appelé Refuge Rock, une forteresse naturelle protégée par des falaises hautes comme des immeubles de 10 étages. L'endroit est difficile à attaquer par la mer, et la tribu parvient à repousser les premiers assauts des envahisseurs. Mais les Russes profitent d'une crique cachée pour débarquer sans se faire repérer. Armés de fusils et de canons, ils attendent la marée basse pour gagner l'îlot à pied et prendre les Aloutiques à revers. Mais la véritable tragédie se produit quand de nombreux Aloutiques, y compris des femmes et des enfants,
se jettent des falaises, préférant la mort à la captivité. Cette bataille est considérée comme un moment clé dans la colonisation de l'Alaska par la Russie. Refuge Rock est un lieu sacré pour les Alutiiq. Beaucoup vivent toujours sur l'île Kodiak, notamment dans le village de pêcheurs d'Old Harbour. Les pêcheurs y raccommodent les filets comme ils le font depuis des siècles. La plupart des Alutiiq ont adopté la religion de leurs colonisateurs. Les dômes des églises orthodoxes s'élèvent dans de nombreux villages côtiers de l'Alaska. Aujourd'hui, l'île Kodiak ne tire plus sa renommée des loutres de mer, mais d'un autre mammifère beaucoup plus imposant, l'ours Kodiak. Séparés de leurs cousins du continent il y a plus de 10 000 ans, ils sont devenus la plus grande sous-espèce d'ours brun au monde. Le mâle peut dépasser les 700 kilos. Après un long hiver passé à hiberner, ces ours vont à la rivière pour se régaler de saumon frais. Quand vient l'été, ce torrent, comme des centaines d'autres en Alaska, regorge de saumons qui remontent le courant pour se reproduire. L'ours brun est un animal solitaire, mais il lui arrive de retrouver des congénères pour une partie de pêche. Sa fourrure dense lui permet de rester dans l'eau glacée pendant plus d'1 heure. Mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Si la pêche est bonne, un ours peut engloutir 50 kilos de saumon en une journée. Il choisit les parties les plus grasses et les plus caloriques du poisson, le ventre, la cervelle ou les œufs, et délaisse souvent le reste. Au mois de juin, les ours ne sont pas les seuls à s'intéresser aux poissons. Au bord de la rivière Nanek, un employé du département de la chasse et de la pêche de l'Alaska compte avec soin le nombre de saumons qui remontent le courant. Ce service de l'État s'assure qu'une quantité suffisante de saumon se reproduit et que la population se maintient à un niveau satisfaisant. Grâce au comptage effectué sur tout le territoire, le service sait où et quand les saumons remontent les cours d'eau pour déterminer l'ouverture de la pêche. C'est alors que les bateaux entrent en scène. La saison du saumon rouge dure à peine une quinzaine de jours. Des milliers de pêcheurs arrivent dans le petit port de Naknek. Ils viennent pour pêcher dans la baie de Bristol, l'un des hauts lieux de rassemblement de saumon sur la planète. En 2013, 20 millions de saumons rouges sont passés par cette baie avant d'aller frayer dans les rivières où ils avaient éclos. Comme tous les ans, la concurrence fait rage entre les 2000 bateaux venus de tout le nord-ouest du Pacifique. Les pêcheurs déploient les filets maillants. Les enjeux financiers sont énormes. Cette partie de pêche a généré 120 millions d'euros en 2012. Un marin peut toucher jusqu'à 7 000 euros pour quelques semaines de travail et un propriétaire de bateau 5 fois plus. Sur l'eau, c'est la frénésie la plus totale. Les bateaux n'hésitent pas à se couper la route pour se mettre en bonne position. Les filets lourdement chargés sont hissés à bord et l'équipage décroche les poissons sans perdre une seconde. Un bateau comme celui-ci peut attraper jusqu'à 6 tonnes de saumon en une seule journée. Quand la pêche est finie, les filets doivent être remontés immédiatement sous peine d'une grosse amende. Les prises sont ensuite chargées sur ces navires de transport. Cette pêche au saumon est un véritable marathon. Mais ce n'est pas le seul sport extrême qui se pratique ici.
des milliers de montagnes couvrent l'État. Il réunit les 10 sommets les plus élevés des États-Unis. Dans la baie de la Résurrection, les 3000 habitants du port de Seward vivent à l'ombre du mont Marathon, qui se dresse à 920 mètres d'altitude. Depuis 1915, une course annuelle est organisée sur les pentes de cette montagne. Le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, les concurrents essaient d'atteindre le sommet et de redescendre. L'aller-retour fait environ 5 km. Hommes et femmes courent séparément. Cette année, 305 femmes sont venues de tout l'Alaska pour tenter leur chance. Le but de la course ? Gravir la montagne et revenir le plus vite possible, peu importe la manière. Les meilleurs concurrents finissent en moins d'1 heure. Les sportifs repoussent leurs limites pour gravir des sommets à la recherche de sensations fortes. Mais c'est à la recherche d'autre chose que des milliers de gens parcouraient ces montagnes auparavant. De nombreux chercheurs d'or sont arrivés dans le port de Valdez, niché entre la baie du Prince William et les monts Chugach. La ville a d'abord servi de lieu de débarquement et de campement pour les mineurs pendant la ruée vers l'or de 1897. Les compagnies de paquebots présentaient Valdez comme le point de départ de la piste du glacier qui devait mener à des gisements d'or encore inexploités. « 4000 prospecteurs en herbe se sont aventurés sur ce glacier en tirant des traîneaux lourdement chargés. Mais le trajet était un véritable cauchemar. Les hommes tombaient dans des crevasses. Ils étaient aveuglés par la neige. Ils affrontaient des pentes 2 fois plus raides que prévu. Les prospecteurs ont fini par se rendre compte que la piste du glacier n'était qu'une escroquerie pour vendre des billets de bateau pour Valdez. Mais entre-temps, beaucoup d'entre eux avaient péri sur le glacier. Quand on contemple du ciel les étendues sauvages de l'Alaska, on comprend pourquoi on l'appelle la dernière frontière. L'un des endroits les plus dangereux de tout l'Alaska en hiver pourrait bien être une rue en plein cœur d'Anchorage. Au fond du golfe de Cook, la banquise s'accumule aux abords d'Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. Elle semble pousser aussi vite que les légumes géants de la vallée de Mat-Su. En un siècle à peine, Anchorage est passé de quelques tentes plantées au bord du rivage à une ville animée de plus de 300 000 habitants. Près de la moitié de la population totale de l'État vit dans cette vallée au pied des monts Chugach. Si la rigueur de l'hiver polaire pousse le grizzly à se réfugier au fond de sa tanière, l'activité commerciale d'Anchorage, elle, ne connaît pas de répit. L'été, pour aller prendre l'air, il suffit de mettre le cap sur les collines qui entourent la ville. Avec un tel relief à proximité, il n'est pas difficile de prendre de la hauteur. Les sentiers mènent à la Flat Top Mountain, la montagne au sommet plat. Haute d'un peu plus de 1000 mètres, c'est la montagne la plus escaladée d'Alaska. Le chemin jusqu'au sommet ne fait que 2 km de long.
D'en haut, le panorama est époustouflant. On découvre tout Anchorage et ses alentours. Une aire métropolitaine de plusieurs centaines de milliers d'habitants et des millions d'hectares de nature sauvage en un seul coup d'œil. Quand les journées raccourcissent et qu'il n'y a plus que 5h30 de lumière par jour, les rues d'Anchorage se transforment en paradis des sports de glace. Delaney Park s'étend en bordure du centre. C'est l'endroit idéal pour s'oxygéner sans sortir de la ville. Le parc est créé dans le plan d'urbanisme de la cité dès 1917. Il est conçu comme zone coupe-feu contre les incendies de forêt et il a été la première piste d'atterrissage de la ville. Aujourd'hui, les parties de hockey y font rage sur les patinoires extérieures. L'hiver à Anchorage, la température peut atteindre les moins 30 degrés. Alors, pour faire son jogging, mieux vaut prévoir un traîneau et des chiens. Le soleil hivernal ne monte jamais très haut au-dessus de l'horizon. Mais la lumière rasante crée de magnifiques jeux d'ombre. Le point d'orgue de l'hiver à Anchorage est le festival du Fur Rondy, le rendez-vous de la fourrure. Pendant une dizaine de jours à la fin du mois de février, des milliers d'Alaskens se rassemblent dans les rues enneigées pour faire un pied de nez à l'hiver. Le Fur Rondy est né en 1935 pour fêter le retour en ville des trappeurs et des mineurs après un long hiver passé dans la nature. Le moment le plus étonnant du festival s'appelle la course du renne. Dans cette version plus douce et un peu givrée de la feria de Pampelune, 15 rennes aux bois impressionnants remplacent les taureaux. Pour les accueillir, la 4e avenue est recouverte de tonnes de neige fraîche. Le but est de survivre à la bousculade en évitant les coups de corne et les engelures. Le tout devant plus de 10 000 spectateurs. Malgré son côté loufoque, la course du renne reflète bien l'esprit de l'Alaska. La nature et les hommes s'unissent pour une course pleine de chaleur sur la neige, au cœur de cette terre de feu et de glace.